Merci beaucoup Valentine, bonjour à tous. Donc on va effectivement parler de l'offre de services Open Data qui a été mise en place au Health Data Hub. Donc comme ça a été dit en introduction, la France est un pays de l'Union européenne qui est plutôt engagé en faveur de l'Open Science. Et ceci s'explique notamment par un contexte juridique et réglementaire qui est plutôt favorable à une ouverture qui pousse vers une ouverture la plus large possible. Donc ça a été déjà cité, mais on peut citer la loi pour une république du numérique qui avait été promulguée en 2016 pour encourager l'innovation et l'économie numérique, promouvoir une société numérique protectrice et garantir l'accès à tous au numérique. Nous pouvons citer plus tard la mission Botorel qui a été mise en place à la suite d'une demande du Premier ministre dans le but de livrer des recommandations en faveur d'une politique publique de la donnée et de créer un environnement propice à l'exploitation responsable et efficace des données, tout en tenant compte des enjeux éthiques, juridiques et sociaux associés à leur utilisation. Et enfin, comme l'a présenté Arnaud Bonnard, l'AMDAC, santé et les feuilles de route qui ont été publiées. Donc en conclusion, comme je le disais, la tendance est vraiment à l'ouverture la plus large possible, que ce soit des données et des codes sources de l'administration publique, mais également des données de santé qui sont des données à fort enjeu pour les chercheurs notamment. Donc, un des exemples qui a notamment été évoqué, c'est l'outil Covid Tracker qui a été mis en place. Oui, qui a été mise en place pendant la pandémie de Covid et qui permettait de visualiser en temps direct et de suivre les cas, les hospitalisations, les admissions en réanimation et les vaccinations. Donc, c'est un outil qui est vraiment d'utilité publique et qui a été mis en place grâce à l'accès aux données Covid. Donc, pendant cette présentation, nous allons dans un premier temps voir quels sont les prérequis à l'ouverture de données de santé. Puis, je vous ferai une présentation des étapes et des modalités d'ouverture dans le cadre de l'offre de services Open Data du HDH. Donc, un des prérequis obligatoires à l'ouverture, c'est bien sûr l'anonymisation des données de santé. Il faut bien avoir en tête qu'une solution d'anonymisation doit être mise en place au cas par cas, en fonction de la problématique et des données de santé qui sont associées au jeu de données. Pour aider à évaluer la bonne anonymisation d'un jeu donné, le G29 a dégagé 3 critères qui sont l'individualisation, c'est-à-dire est-il toujours possible d'isoler un individu, la corrélation, c'est-à-dire est-il possible de relier entre eux des ensembles de données distincts concernant un même individu, et enfin l'inférence, peut-on déduire de l'information sur un individu. Donc, dans le cas où il n'est pas possible de conclure parfaitement à l'absence de ces 3 critères, le responsable de traitement qui souhaite anonymiser un jeu de données et ouvrir ce jeu de données doit démontrer via une analyse de risque que la réidentification des patients avec des moyens raisonnables est nulle. Il faut bien garder en tête que le caractère anonyme des données, c'est la responsabilité du responsable de traitement qui doit être en mesure de démontrer le caractère anonyme ou de présenter cette analyse de risque. Donc, au HDH, on propose un accompagnement, c'est-à-dire qu'on met à disposition de la documentation, mais si besoin, on peut aussi mettre à disposition notre équipe juridique pour vérifier avec vous ce caractère anonyme ou vous accompagner dans ces analyses. On va voir maintenant les étapes à suivre pour l'ouverture et notamment les modalités d'ouverture. Donc, dans un premier temps, il est important de garantir l'interopérabilité des données, c'est-à-dire utiliser des formats de données qui sont standardisés et largement acceptés pour faciliter l'accès et l'utilisation au plus grand nombre. Donc, dans le cas de données tabulaires, plutôt des formats CSV. Dans le cas de données d'imagerie, on rencontre notamment fréquemment les formats TIFF et les formats DICOM, notamment pour les données ANAPAT. Donc, les données peuvent nécessiter parfois des manipulations pour homogénéiser les formats et vérifier vraiment la lisibilité des éléments qui seront ouverts. Dans un deuxième temps, on recommande de fournir une documentation qui est très détaillée et les métadonnées du jeu de données. Donc, cette documentation, il faut vraiment qu'elle soit exhaustive et détaillée pour permettre une réutilisation correcte et optimale pour les réutilisateurs. Et donc, on a mis en place un template de documentation standardisé qui peut guider les porteurs qui souhaitent ouvrir un jeu de données pour compléter vraiment les informations qui leur semblent essentielles. On propose aussi d'attribuer un DOI à la base de données pour garantir vraiment la parentalité. Donc, un DOI, c'est un Digital Object Identifier. C'est un lien stable en fait qui va permettre de pointer un objet scientifique. Donc, c'est un identifiant numérique unique et pérenne
qui est notamment utilisé dans les articles scientifiques pour les citations. Et donc, il peut être attribué via la plateforme Fabrica de DataSite sur laquelle le HDH a un compte. Et enfin, une des étapes nécessaires à l'ouverture, c'est le choix de la licence. Donc, la licence permet de définir les modalités de réutilisation et de distribution des versions modifiées de l'œuvre. Donc, dans le cas de notre offre de service, nous recommandons des licences permissives qui sont autorisées aux administrations et qui permettent une réutilisation libre, gratuite et sans restriction dans le respect de la citation des auteurs. Donc, c'est les licences Etalab 2.0 et CC BY. Donc, on recommande de les associer pour l'ouverture d'une ressource parce que associer 2 licences permet notamment d'élargir les compatibilités, de profiter des communautés utilisatrices des 2 ressources et éventuellement de se protéger dans le cas où il y a une juridiction qui annule une des 2 licences. Et enfin, la dernière étape, c'est de choisir l'outil de diffusion. Donc, dans le cas présent, nous recommandons de référencer les bases de données sur la plateforme data.gouv.fr, qui est la plateforme nationale des données publiques en France. Et c'est une plateforme qui rassemble déjà plus de 46 000 jeux de données et qui a une communauté utilisatrice de plus de 100 000 utilisateurs. Donc, on va voir maintenant les modalités d'ouverture des bases de données sur data.gouv.fr qui dépendent notamment de la volumétrie de la base. Donc, en effet, si la volumétrie de la base est inférieure ou égale environ à 50 mégaoctets, à ce moment-là, le porteur peut vraiment être indépendant dans l'ouverture de la base de données sur la plateforme data.gouv.fr. Donc, ça consiste dans un premier temps à créer un compte administrateur sur data.gouv.fr, créer l'organisation avec laquelle déposer le jeu de données. Donc là, c'est des images qui représentent un exemple qui a été fait sur l'espace démo. On verra par la suite des cas concrets. Donc, une description qui peut être exhaustive ou non, un référencement des jeux de données dans l'onglet jeux de données, un référencement des réutilisations et enfin les informations relatives à l'organisation dépositaire. Enfin, on peut déposer le jeu de données sous cette organisation, donc on gagne beaucoup plus en visibilité si on dépose un jeu de données sous une organisation plutôt qu'à son titre personnel. Donc là, dans le cas présent, on voit une base de données où on aurait une description exhaustive de celle-ci. Donc ça, c'est des éléments qu'on demande dans le README qui est mis à disposition des porteurs. Donc à la fois la description, mais aussi les dates de dernière mise à jour, la licence et la structure qui est portrice. On voit ici le fichier principal de la base de données qui peut aussi être prévisualisé à droite au niveau de l'onglet « Voir les données » et qui peut être téléchargé très simplement. On voit que cette base de données, dans le cas présent, elle a été réutilisée une fois, qu'il n'y a pas eu de discussion ni de ressources communautaires, mais c'est des choses qui peuvent être renseignées. Et enfin, il y a l'onglet « Informations » qui est très important, car il permet notamment de gagner en visibilité par rapport aux mots-clés, donc les tags. Il renseigne aussi des informations sur la licence, la temporalité et la couverture géographique des données. Et donc les tags, selon nous, sont des éléments très importants puisque, comme je vous le disais, ils permettent à votre base de gagner en visibilité. Donc vous pouvez être très exhaustif sur la base de données, les mots-clés qui vont être associés à votre base de données, que ce soit des éléments sur le contexte de création, les structures portrices, les réutilisations, les thématiques. Voilà, on vous encourage à être très exhaustif. Donc, on est vraiment à votre disposition pour vous accompagner à toutes les étapes du dépôt si nécessaire, mais vous pouvez bien sûr déposer des données de façon totalement autonome sur datagouv.fr dans la limite de la volumétrie faisable. Et donc, il y a un deuxième cas de figure qui est le cas où les jeux de données sont assez volumineux. Donc, ce cas de figure s'est présenté suite à un besoin issu notamment des data challenges. Comme le présentait Valentine, on a pas mal de data challenges avec des données d'imagerie qui sont donc des données volumineuses. Donc, comme on a identifié ce besoin, on a mis en place une infrastructure de stockage qui peut permettre donc d'héberger des jeux de données volumineux qui pourraient par la suite être mis en open data sur data.gouv.fr, mais du coup de façon indépendante. Donc là, les modalités d'ouverture sont quasiment les mêmes. Il suffit par contre de garder en tête que la base de données est hébergée sur une structure différente que celle sur laquelle elle est référencée. Voilà. Et donc, en termes de bonnes pratiques, ce qu'on recommande dans le cadre des bases de données volumineuses, c'est de mettre à disposition des utilisateurs un échantillon de données pour pas qu'on ait besoin de télécharger la totalité de la base avant de se rendre compte si elle correspond ou non à nos besoins. On parle de bases de plusieurs téras de données, donc c'est vrai que ça demande une certaine puissance de calcul, enfin une certaine puissance et surtout du temps pour télécharger ces données-là.
Et on recommande aussi de scinder la base de données selon des critères pertinents. Donc, par exemple, si on travaille sur une base de données autour du thème du mélanome qui inclut des patients avec différents stades pronostiques, ça peut être pertinent de scinder cette base selon les critères pronostiques pour que, selon les équipes de recherche, on n'ait pas besoin de télécharger la totalité de la base. Et enfin, donc, la dernière étape du processus présenté serait le référencement de la base qui serait hébergée de façon indépendante. Donc, juste pour conclure cette intervention, nous avons mis en place au Health Data Hub cette offre de service dans le but d'accompagner les acteurs de l'écosystème dans l'ouverture de leurs données. Notre volonté est de promouvoir et d'encourager l'ouverture des données de santé de façon à faciliter leur réutilisation. Donc, à ce jour, nous avons mis à la disposition de la communauté 2 bases de données. Donc, à titre d'exemple, il y a la base de données Top Diabète, qui est une base de données synthétique qui permet en fait de reproduire certaines données du SNDS pour la construction de l'algorithme Top Diabète qui a été développé avec la CNAM. Donc, pour illustrer vraiment la présentation, vous voyez qu'on a une documentation qui peut être exhaustive de la base de données ouverte, le fichier principal et enfin l'onglet information où vous avez, comme je vous le disais, l'ensemble des mots-clés, la licence, la temporalité, la couverture spatiale, mais aussi certaines statistiques par rapport au nombre de fois où la base a été visitée et le nombre de fois où elle a été téléchargée. Donc, nous sommes encore en cours d'accompagnement d'ouverture de 3 bases de données qui sont des bases de données issues de Data Challenge et qui ont des volumétries variées. Donc, il y a notamment la base de données de l'Allergen Chip Challenge qui correspond à une base de données tabulaire qui correspond au profil d'immunoglobuline E de patients allergiques. La base de données TissueNet dont vous parlera le professeur Philippe Vertot dans un instant, qui a été la base de données du premier Data Challenge et qui portait sur les lésions du cancer du col de l'utérus, qui est une base de données d'imagerie. Et enfin, la base de données Visiomel, qui est une base de données clinique et histologique sur le thème du mélanome et qui était la 2e expérience de Data Challenge de la Société française de pathologie, en partenariat notamment avec la Société française de dermatologie et le CNPAT. Mais donc, il y a beaucoup de ressources qui peuvent être ouvertes, notamment d'autres sources. Par exemple, je vous parlais des Data Challenge, mais il y a aussi des ressources internes, comme je vous le disais, avec les données synthétiques, et des ressources externes qui peuvent potentiellement être issues de partenariats ou autres. Voilà, et je voulais juste rajouter un mot en disant que donc, l'offre de service qui a été mise à disposition par le HDH a nécessité un gros travail opérationnel et technique de nos équipes, notamment par rapport à cette infrastructure de stockage qui, selon nous, est une réelle valeur ajoutée. Et du coup, on est vraiment à votre disposition si vous avez des questions ou des besoins d'informations par la suite. Et donc, je vais laisser la parole maintenant au professeur Philippe Berthaud pour rendre cette présentation un peu plus pratique avec le retour d'expérience de la base de données TissueNet.